Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCM TV Podcast. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter un invité. Vous aussi, vous allez être heureux parce que ça fait longtemps que les gens me demandent si je vais le recevoir un jour en entrevue. Dominique Ménard, bonjour. Salut! Salut Dominique, comment ça va? Ça va super bien. Hey, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ta vanne. Yes. Hey, un privilégié. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dans ma vanne, d'ailleurs. T'es chanceux? Oui. Je suis chanceux, je sais pas. Ben écoute, là, en plus de ça, oui, chanceux parce que là, on est à la fin de l'automne, l'hiver est à nos portes, la neige est déjà là. Ouais. Tu pars bientôt, je pense, en voyage. Je suis chanceux de t'attraper avant la saison hivernale. Sinon, s'arrêter au printemps, puis c'est ça. Au reflet de, je sais pas, là, ça fait quoi, 1 an et demi au moins qu'on essaye de s'attraper. Ah oui. Mais là, ici, on est un petit peu dans ton... comment t'appelles ça? Ton quartier général? Ton, camp de base que j'appelle. Camp de base, au Petit Stop Café, dans le stationnement. À Bromont, ouais. Belle journée aujourd'hui, ensoleillée. Écoute, je sais pas si je te l'ai déjà dit, t'es une de mes inspirations pour avoir démarré le podcast. Je pense que, tu sais, j'ai démarré ça en 2023. Mais à l'époque, je te suivais au tout début, quand tu faisais Bon Vélo version podcast, audio. Ça, c'était dans les années 2020, 2021. Ouais, j'ai commencé le podcast, je pense, en 2019. Et puis, l'idée, en fait, j'étais en train de créer l'écosystème Bon Vélo. Puis, j'avais comme accepté de pas être parfait. Moi, je suis un peu perfectionniste. Fait que des fois, comme ça, des projets, on attend que les circonstances soient parfaites. Et que le produit aussi le soit, puis j'ai juste décidé de me lancer là-dedans. Fait que c'est Bon Vélo, j'ai trouvé le logo, le nom, la mission, puis là j'ai créé le Facebook, l'Instagram, le YouTube, puis après ça, ben il y a eu le balado dans tout ça. Dans le fond, je l'ai juste essayé. Ouais, puis la pandémie est arrivée aussi au milieu de tout ça, en plus de ça, je pense. Ouais. Ça... Puis il y a eu après ça, évidemment, la web-série. Ça a débouché sur une web-série. Là, c'était ça, en fait, que je visais, et même une télésérie, en fait. Mais tout ça... mais je l'ai un brand, en fait, je l'ai créé une marque, puis le balado m'a fait pratiquer aussi, amener des entrevues. Toi, là, qu'est-ce qui t'a amené là, un peu dans cette univers-là aujourd'hui? Tu fais, on le sait, tu as fait du vélo depuis tout jeune, tu as fait de la compétition, mais... un jour, parle-nous un petit peu de ça, comment c'est arrivé pour toi, le fait de t'amener où ce que t'es aujourd'hui, en tant qu'aventurier, van lifer, conférencier. Ça serait quoi? Comment tu décrirais un petit peu ton parcours? Parcours depuis ma naissance en 1979 ou si loin que ça? Ah, ben écoute. Ben rapidement, en fait, tu sais, j'ai toujours instinctivement été attiré par le vélo. Là. C'est juste plus tard un petit peu que j'ai vraiment compris ça. Mais tu sais, à 5 ans, j'ai retrouvé des photos de moi. À 5 ans, je faisais une course de BMX à Laval. Il y avait un circuit à cette époque-là. C'était les Jeux du Québec qui revenaient une fois par année, en tout cas. Puis, il y avait des courses à cette piste de BMX-là à Laval. Fait que j'avais pas d'amis, moi. Fait que si je comprends bien, dans le fond, j'avais comme demandé à mes parents d'aller faire cette course-là. Fait que j'avais pas vraiment d'amis qui m'auraient attiré vers ça, là, sinon, fait que donc instinctivement. Puis j'ai toujours fait du vélo l'été, comme tout kit des années 80, si on veut. Puis, tu sais, la gang des BMX. Le film, exact. Ouais. Toutes ces inspirations-là comme ça. Mais on n'avait pas beaucoup d'inspiration dans le temps comparativement à aujourd'hui. Puis, moi, je jouais au hockey, en fait. J'ai été élevé à Laval. C'était l'époque où est-ce que tu jouais au soccer, au baseball ou au hockey, là, littéralement. Là, en tout cas, du moins dans mon bout. Mais je pense que cette génération-là, tu sais, il y a la génération aujourd'hui du plein air. Si je peux dire ainsi, le vélo en fait partie, là, mais dans ce temps-là, on n'avait aucune culture du vélo comme on a aujourd'hui. Fait que ça a été ça, vélo, longtemps, juste à temps que, tu sais, début des années 90, je tombe sur des mountain bike action de l'époque, certains VHS, et puis là, je commence vraiment à m'intéresser à la course. Donc, par défaut, c'était le cross-country. Puis rapidement, je me suis rendu compte que je montais la côte pour descendre. Puis je me suis aussi aperçu que j'avais pas le cardiovasculaire, l'endurance pour mener à terme des courses puis bien faire, si on veut. Ma première course, dans le fond, ça a été en
au mercredi de Terrebonne en Oui. 95. Fait que là, le cross-country, c'était pas mal ça que je m'enlignais. Pour finalement me rendre compte, j'ai mangé une petite, disons, petite claque d'en face. Je me suis refait mettre à ma place. Tu sais. Quand tu es dans ta petite gang, tu penses que t'es le meilleur, puis finalement t'arrives dans un groupe, là, tu te réalises que il y a du travail à faire, mais je descendais vite en tabarnouche. Puis j'aimais ça. Fait que c'est là que je me suis rendu compte à un moment donné, peut-être me concentrer là-dessus. Fait que rapidement, j'ai fait le switch. 96, première course, championnat québécois au Mont-Saint-Anne. À la fin, on était au mois d'octobre, tard en saison. Puis là, j'ai eu vraiment un déclic pour la descente, là. C'est ce qui m'a amené pendant une dizaine d'années après à vraiment me concentrer sur la descente, à rêver peut-être d'une carrière. Et puis course sur le circuit national, quelques coupes du monde là-dedans. Puis fait que c'est vraiment là, dans le fond, de 97, mais plus sérieusement 2004 à 2010 que j'ai fait de la descente de Bulle-Montagne. 2004, j'ai commencé à le faire à temps plein, en fait. Fait que j'ai pris un congé sans solde. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? 2004, donc quoi, 25? 25, OK. J'étais sur le tard, en fait, pour essayer de le faire. C'est peut-être un petit regret que j'aurais dû peut-être en 97, dans le fond, j'avais été au championnat du monde en Suisse sur l'équipe canadienne. Je m'étais qualifié. À ce moment-là, j'étais junior, mais j'avais le couteau dans les dents, puis ça aurait peut-être été bon, mettons, dans les 2-3 premières années comme ça, de voir, de faire le sacrifice, si on veut, de me lancer à temps plein là-dedans, mais à ce moment-là, moi, je suis vite rentré à CGI, en fait, en technologie de l'information. Ah oui? Ouais. OK, oui. Toi, t'as été formé en informatique? Non, en fait, j'ai fait mes classes comme ça, mais j'ai un secondaire 5, là, j'ai pas d'études, en fait, mais j'ai eu une chance, un ami travaillait pour cette boîte-là, puis il était en plein recrutement, mais je parlais anglais. C'est ce qu'ils voulaient parce que ils m'ont engagé au service à la clientèle. Je travaillais à Place Ville-Marie à Montréal. Fait que, petit gars de Laval, à un moment donné, je mettais ma cravate. Puis à l'âge de 19 ans, c'est ça, je suis rentré pour CGI. Puis vu que j'avais une bonne job, je voulais pas laisser ça de côté. C'est un choix difficile, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu la morale dans tout ça. Puis j'essaie de le dire aux jeunes aussi. Tu sais, si j'avais eu un diplôme, ça m'aurait donné un petit coussin dans la vie que je n'ai pas eu pendant longtemps. Ça m'a pris longtemps avant d'avoir une espèce de confiance en moi qui vient avec l'expérience. Parce qu'à un moment donné, l'expérience, du moins dans ce que je fais, dans plusieurs domaines, prévaut peut-être sur le diplôme, parce qu'à un moment donné aussi, le marché de l'emploi change énormément, les métiers. Oui. Mais pendant longtemps, j'ai souffert de ça, n'ayant pas de diplôme. Je me disais, hey, si ça marche pas là à CGI, j'ai rien d'autre. Il va falloir que je retourne à l'école pendant 4 ans. Tu sais. Ouais, ça fait que là, même t'as fait de la compétition, c'est quand même pas évident de dire OK, là je lâche tout pour faire ça à temps plein, d'aller chercher des sous, ça coûte cher, là, on le sait. Ouais. Faire des circuits, voyager, les hôtels, les vélos, tout là. C'était là, sinon j'allais regretter toute ma vie. Puis là, j'ai compris ça sur le tard, là. Tu sais, d'ailleurs, on y reviendra. Ma conférence s'appelle Oser essayer, mais tous les sauts que j'ai faits dans la vie comme ça m'ont apporté quelque chose de mieux. Fait que quand j'ai décidé de prendre une chance, ça en est un exemple, là. Fait que 2004, je prends un congé sans solde et je décide de faire de la descente à temps plein sur le circuit national, tu sais, en essayant de peut-être me faire une place justement encore sur l'équipe canadienne. Puis ça a été comme un les 3 étés suivants, là, ça a été les plus belles étés de ma vie. J'ai vraiment trippé. C'est là que j'ai eu mes meilleurs résultats aussi. C'est là que ma relation avec De Vinci a commencé. Donc 2004, 2005, 2006, j'ai fait partie de l'équipe De Vinci. Fait que tu sais, j'ai vraiment bien fait de faire le saut. Puis tu sais, je me suis rendu compte que j'aurais sûrement pas eu le talent, tu sais, pour justement être un athlète du circuit de la Coupe du Monde, là. Ouais. Je pense que mon meilleur résultat c'était 43 en Coupe du Monde. Qui est quand même super bon quand tu te compares avec le reste de la planète, là. Ouais, exact. J'arrivais quand même toujours à me qualifier, tu sais. Puis après ça, je fais partie de la finale. C'était le bonbon pour moi. J'avais pas la prétention d'avoir un bon résultat, tu sais, genre, sens, peu importe, c'était mission accomplie pour moi d'être là dans la finale. Là. Pas eu beaucoup de Québécois qui ont fait des podiums sur la Coupe du Monde. Non, effectivement. Pas d'IA, mais en descente, il y en a pas eu, Québécois, là. Il y a pas, Mathieu Lorrain, 7e place, Coupe du Monde de Grouse en 2004, je pense. 2004-2005, dans ces années-là. Ouais, peut-être plus tard, en fait. Peut-être plus tard, 2000... Non, je me trompe. 2004 ou 2005, ouais. Je dirais 2005. Puis sinon, je connais pas toute l'histoire, là. Peut-être dans les tout débuts, peut-être les old-timers. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de savoir. Là. Hein, ça fait que, éventuellement,
Qu'est-ce qui est arrivé? T'as décidé que t'as Ben, fait le constat, puis... Tu sais, dans le fond, je tripais, là, je vivais mon rêve de faire du vélo à temps plein, de me lever le matin, pas de cadran, d'aller biker, de pas avoir d'horaire, tu sais. Puis c'est là que j'ai goûté justement au plaisir d'avoir son propre programme, tu sais, puis d'essayer de tirer son épingle du jeu. Fait que j'avais mon propre site web, fait que je faisais mes rapports de course là. J'avais compris en fait qu'il y avait pas juste les résultats. Mm-hmm. Il y avait aussi essayer de rayonner à travers le web. Donc avant que je sais même pas si le mot blog existait là. J'avais mon site web, j'avais parti en 2002 je l'ai tenu à jour jusqu'en 2008, l'arrivée de Facebook, là, où est-ce que là, c'était plus pertinent d'avoir mon site web. Mais je faisais ça, je faisais du coaching, tu sais, fait que j'essayais d'aller chercher d'autres visibilités pour mes partenaires, puis aussi un petit peu d'argent, bien sûr, avec le coaching, pour essayer d'arriver à mes fins, là, puis vivre ce rêve-là, qui est un peu une vie de bum, si on veut, puis que je vis encore finalement. Je suis encore un bum. Fait que tu sais, j'ai rapidement été adulte à 19 ans, petite chemise cravate, allé à CGI, boulot, métro, cubicule et tout. Puis finalement, tu sais, j'embrasse mon style de vie. Là, je suis en paix avec le fait que je sois un petit peu un bum en marge de la société. Puis le moment où tu as décidé d'arrêter la compétition officiellement à temps plein, c'est-tu vraiment, comment ça s'est produit? C'est-tu dû à des blessures ou ben non, t'as simplement décidé d'essayer de faire autre chose? Ouais, blessure, on peut dire oui. J'arrivais peut-être à la fin de tout ça aussi, j'approchais 30 ans, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'en 2009, j'avais comme une de mes meilleures années, là. Tu sais, quand tout est facile, les meilleurs résultats que j'ai eus, c'était quand c'était facile. Tu sais pas pourquoi. Tu descends, t'as du flow, t'es un peu dans ce mindset-là, puis les résultats tombent comme ça, puis t'as comme une espèce de confiance. C'est pour ça qu'on voit souvent en Coupe du Monde, ça arrivait souvent que quelqu'un gagne une Coupe du Monde, puis il en ligne 3 de suite, tu sais. Ouais. Aaron Gwynn, Steve Smith, Jackson Goldstone, ils l'ont tout fait, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'avais des super bons résultats, puis j'étais arrivé à Sainte-Anne, Coupe Québec, c'était avant la Coupe du Monde, c'était une préparation, j'avais mes points pour faire Bromont, pour faire mes points ici pour faire Bromont-Sainte-Anne, et puis là, luxation acromio-claviculaire à Sainte-Anne, j'ai chuté, puis après ça, je suis jamais revenu finalement de tout ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de blessures avant dans ma vie, mais tu sais, arrivé à 30 ans, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, j'avais du fun, là, mais tu sais, à un moment donné, le but, c'était d'avoir mes été off, travailler le moins possible, faire du bike, mais à 30 ans, j'étais comme prêt à passer à autre chose. Fait que la blessure, comme, a été un petit constat pour moi, puis, fait que, tu sais, 2009, c'est pas mal, là. Puis en 2010, j'ai commencé à travailler comme représentant des ventes dans l'industrie du vélo. À ce moment-là, c'était toujours avec De Vinci ou c'était... J'ai commencé avec... c'est drôle, tu vois, j'ai refait un retour dans une boutique de vélo à ce moment-là. Là, j'étais comme un peu sur le choc parce que la dernière fois que j'avais travaillé dans une boutique de vélo, c'était en 97, 18, là, avant de rentrer pour CJ. Je suis rentré à la CJ en novembre 98, mais j'avais lâché la boutique de vélo à ce moment-là. Fait que... Puis tu sais, quand on était en 2010, faire carrière, disons, dans l'industrie du vélo, dans une boutique de vélo, c'était pas ce qu'il y avait de plus prestigieux, versus aujourd'hui, on le voit qu'il y a des métiers là maintenant qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, là, tu sais. Je regarde, tu sais, toute la gang au Petit Stop Vélo Café, ils gagnent bien leur vie et tout, mais de rentrer dans une boutique de vélo 2010, c'était pas des super années aussi dans ce temps-là, là. C'était comme, il y a eu des belles années de route, on vendait pas de vélo de montagne dans les boutiques, c'était... Fait que ça m'a fait de quoi d'en retourner dans une boutique, mais c'est la seule affaire que je connaissais. Puis je peux pas retourner en informatique, loin de là. Je détestais ça. Puis c'est pour ça, dans le fond aussi, que j'ai en 2004, je te disais, j'ai pris une année sans sol. Là, c'est parce que je détestais cette vie-là. Fait que je voulais pas me remettre là-dedans. Mais là, tu vois, comme je disais, pas de diplôme. Fait que je me disais, regarde, je vais retourner dans une boutique de vélo parce que je voulais être représentant. C'était ça ma vision. Puis 2 mois après, effectivement, en fait, c'est JP de On the Edge, qui était On the Edge Canada dans le temps, là, et non pas OTI comme qu'on connaît aujourd'hui, là. Fait que mais JP Thériault était déjà dans cette business-là, puis il m'a dit, hey, il dit il y a un gars de Polar, les montres à fréquence cardiaque, oui. cherche quelqu'un, puis on commençait à travailler à l'agence, là, on avait des produits à l'agence dans ce temps-là, On the Edge, il y avait, je pense qu'il y avait plus Intense, mais il y avait Turner, Envy, c'était les roues que ça s'appelait Edge. Ah ouais? En tout cas, une couple de marques comme ça. C'est vrai.
Puis, fait que là, j'ai commencé à être rep pour ces marques-là. Puis ça a pas été trop long, je me suis rendu compte que la montre de fréquence cardiaque, Polar, dans ce temps-là, n'avait pas le GPS intégré. Garmin rentrait à planche. Ils ont tout raflé dans le marché, là. Fait que je me rappelle que le dernier mois de rep, j'ai mis plus d'argent de dépenses à la route que j'ai fait de commission. Puis là, je disais, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et là, pouf, par chance, l'agence qui faisait De Vinci et Cycle Lambert, qui est aujourd'hui HLC, il y avait... il était en expansion, si on veut, il y avait besoin de quelqu'un. Fait que je suis rentré comme sub-rep pour Denis Corcoran. Puis j'ai fait 8 ans pour lui avant de fonder Bon Vélo parce qu'il m'a mis dehors. Mais là, tout ce temps-là, OK, t'as eu ton blog sur Internet, dans le temps tu faisais de la compétition, mais comment est-ce que l'idée regermée dans ton esprit de dire je vais me remettre à faire on appelait ça des médias sociaux à cette époque-là, ouais, un peu, ouais, de la production de contenu relié au vélo. Ah ben là, ça, la production de contenu est venue peut-être, mettons, en 2000... je sais pas, là. Bon Vélo, mettons, tu veux dire? Ouais. Ça a commencé 2017, Bon Vélo, que j'ai remis dans ma tête, parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, ça faisait 7 ans que j'étais rep. Puis, je regardais tout ça aller, puis je me disais, OK, la job de rep, représentant des ventes, là, puis là, je vais pas offusquer personne, mais c'est pas un secret non plus, mais je la trouvais, ça changeait, là. Je me sentais moins utile qu'avant parce que il y a été un bout où est-ce que tu rentrais dans une boutique de vélo, puis tu avais de l'information privilégiée, tu avais, exemple, l'inventaire que la boutique n'avait pas. Il y avait, mettons, des close-out que la boutique n'avait pas. Venait le temps des placements, le fameux placement annuel. Là, c'était une grosse démarche, là. C'était un exercice qu'on faisait une fois par année, puis c'était long, parce qu'il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'inventaire est en ligne. Il y a un acheteur dans les boutiques. Les boutiques sont beaucoup plus... il y a beaucoup plus de profondeur, il y a beaucoup plus de postes qu'avant. Fait que tu vas avoir un acheteur qui est attitré, il va regarder l'inventaire le matin, il va le voir s'il y a un close-out, il va voir son inventaire même de son plancher. Moi, j'arrivais au début, là, puis je calculais le nombre de vélos qu'il avait vendus depuis ma dernière visite. Tu sais, je l'informais de ça. Tu sais, hey, en passant, t'as plus ce modèle-là dans le médium, tu sais. Mais là, les boutiques ont leur inventaire automatisé. Je suis pas mal sûr que tu peux même automatiser les repeats, là, ou du moins d'avoir une alerte, ou peu importe, tu sais. Fait que là, moi, des fois, je rentrais dans la boutique, puis je me disais, ouais, moi, si j'ai plus accès à l'inventaire, ou disons j'ai plus d'influence sur l'inventaire et les repeats, et même jusqu'à un moment donné arrivé, tu sais, je te disais que le booking, c'était comme le placement le plus important de l'année. Je me rappelle, je rentrais dans une boutique, puis là, tu sais, on avait une exclusivité d'habitude, on rentrait avec, hey, voici le catalogue, ou même il y avait des salons où est-ce qu'on montrait les vélos, c'était exclusif, puis hey, là, telle couleur, là, puis tu sais, ça va être, il va être monté avec telle transmission, group set, etc. Puis là, ben, fast forward, tout d'un coup, je rentre dans une boutique, puis il avait déjà fait son placement. Ah, il savait déjà tout ce qu'il y avait besoin. Ouais, il dit non, je l'ai fait. Puis c'était facile, là, le booking rentrait, un email, voilà les vélos 2018, mettons, n'importe quoi. Puis là, ben, tu regardais, OK, ben, le Troy est rendu telle couleur. Puis là, après ça, ben, j'en ai vendu 2 small, 3 medium, 3 large, 2 XL. Ben, je vais recommander, tu sais, fait que, tu sais, il y avait plus besoin de moi, là. Fait que là, j'étais, ouais, OK, à quoi je sers? Tu sais, fait que je voulais apporter de quoi de plus aux boutiques. Puis à ce moment-là, j'avais ma vanne. Et là, je voyais la création de contenu arriver. Et j'avais remis un document, en fait, puis j'expliquais que le représentant se devait d'être aussi un ambassadeur et un influenceur. Là. C'était des termes dans ce temps-là que le monde ne comprenait pas tout. C'était précurseur un petit peu. Puis je voulais lier à tout ça de la création de contenu, aller voir les boutiques avec ma vanne, coupe de bike démo, bière, café. Le but, c'était de créer, dans le fond, une relation avec les boutiques. Essayer de faire aussi rentrer des consommateurs dans la boutique en allant à des événements. Pas toutes les reps voulaient faire ça, tu sais, de se pointer un jeudi soir, puis je comprends, là, puis tu sais, les week-ends, etc. Mais moi, je suis déjà là, c'est ma passion, je fais ça, là. Et puis, fait que c'est un document qui avait été bien reçu, accepté, et quelques mois après, mon boss me remerciait. Puis là, ben, je me suis ramassé sans emploi, puis ça, c'était mars 2018. OK. Et puis, je suis retourné à la table à dessin, j'ai repris ce document-là, j'ai donné un nom. Je te laisse deviner c'est quoi le nom. Bon Vélo. Bon Vélo, exact. Puis j'ai repris certains éléments du document, puis là, je voulais en faire une web série.
Et puis, c'est là que je te dis que là, j'ai créé le logo, la mission, fait que le Facebook, le YouTube, l'Instagram, le site web que j'ai pas codé, mais dans Squarespace que j'ai tout monté, et le balado, le fameux balado, parce que là, je voulais, j'étais curieux. En fait, Bon Vélo est né de ça, ma curiosité. Je voulais qu'on fasse connaître l'industrie, qu'on mette le projecteur sur des gens de cette industrie-là, le démocratiser, ce fameux sport-là, parce que pendant longtemps, surtout en tant que descendeur, j'ai eu à essuyer certains préjugés de ce sport-là. On était les bad boys, puis on méritait cette image-là. Faut être honnête, là, j'en ai à raconter pas mal, mais bref. Bon Vélo est né comme ça. Fait que mars 2018, j'ai fondé ça suite à la perte de mon emploi. Mais l'idée était, j'y remets depuis 2017 environ. Là. Puis, mais au début, quand tu as commencé la série web, il y avait aussi un gros following de Van Lifer, puis t'as un petit peu orienté ton contenu pour ce crowd-là, je dirais. Ouais, j'habitais temps plein dans ma van à ce moment-là. Là. Fait que moi, j'ai acheté une van en juin 2016. Je revenais d'un périple au Costa Rica, en Amérique centrale, un sac à dos, puis j'ai revu certaines priorités de ma vie. Tu sais, je l'ai déjà dit, là, j'étais un petit peu un bum, nomade. Tu sais, j'ai habité l'Ouest canadien. Je travaillais dans un bike shop. Ah non, mais tu vois, tantôt je te disais. Tu dis tout. Non, exact, j'en manque des bouts. Mais ouais, c'est vrai que j'ai travaillé dans un bike shop pendant 2 hivers quand j'habitais dans l'Ouest canadien à Victoria. OK. Et puis... c'est à quel moment dans toute cette histoire-là? 2006, 7, 8, dans ces années-là, ou environ, là, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, je retournais dans l'Ouest l'hiver pour continuer à rouler. C'est comme là que j'ai commencé à migrer vers le sud, ou plutôt vers les endroits où je peux faire du vélo l'hiver. Et puis, mais oui, c'est ça, j'avais travaillé dans une boutique de vélo à ce moment-là. Ça, je me rappelais pas de ça. Et puis... Ouais, tu l'as fait un lien avec la vanne aussi à ce moment-là, c'est ça. Hein? Ouais, exactement. Fait que là, j'ai été un petit peu un bum comme ça. Puis j'aimais bien ce style de vie-là. J'avais une minivan dans ce temps-là, en fait. Puis, et là, je suis revenu après ce voyage en sac à dos-là. J'avais le beau condo à Saint-Henri, à Montréal, immaculé blanc sur 2 étages, penthouse, avec la mezzanine en haut. J'étais très dans le paraître, j'étais très dans la mode aussi, là, agence de mannequins, comédiens et tout, ce qui est pas mauvais parce que j'ai fait mes classes là, sur les plateaux. Mais je sais pas c'est pourquoi là, c'était go-là que j'avais. En tout cas, c'est peut-être le fait que j'avais été bum longtemps, je l'ai prouvé aux autres via peut-être le matériel puis le paraître que j'allais réussir dans la vie. Fait que là, je m'étais acheté une Audi, puis j'étais très dans... Ouais, j'étais un peu superficiel. Peut-être c'était une phase de ma vie un petit peu superficielle. Et juste à temps que je fasse ce voyage-là à sac à dos, puis je me dis, c'est ça que je suis. Moi, je suis un nomade, je suis un bum, je vais assumer ça, même je suis rendu à 35 ans. Fait que j'ai acheté une van, et puis je me suis retrouvé. Puis c'est là que j'ai commencé à forger mon identité, la réputation que j'ai dans le monde de la van. C'est un peu ça, j'ai tout vendu ce que j'avais à mon condo. J'ai commencé à habiter temps plein dans la van. Fait que le contenu Bon Vélo est inspiré de mon style de vie où ce que je me déplace en van puis j'explore des destinations de vélo de montagne. Ouais. Mais t'as raison, il y a eu le vélo et je me suis fait connaître pour la van dans le milieu au Québec. Là, ouais. Puis ouais, c'est ça, fait que ça suscite plein de questions, tu sais, pour moi qui est pas dans cet univers-là de vivre dans une van. Tu sais, je connais des gens qui en ont des vannes pour le week-end, partir pendant les vacances, tout ça, mais vivre toute l'année dans une van, on s'entend que ça doit pas être facile tous les jours, là, parce que t'es limité dans ton espace. Tu sais, comme là, on va prendre un exemple simple, là. Ouais. Je sais que pour t'avoir suivi, que tu tripes sur le yoga, par exemple. Ouais. Mais le matin, quand tu te lèves, tu vas faire ton yoga, mais là, ici, dans ta petite van, là, ici, il y a plus pas restreint, beaucoup d'espace. Je t'avoue, elle est un peu plus courte là pour mettre les gens en contexte. C'est un Mercedes Sprinter 144, fait qu'il est 19 pieds et demi. C'est une vanne qui est très courte là, versus, mettons, les autres vannes. J'ai eu, c'est un ProMaster 154 Extended. J'avais... le ProMaster est 5 pouces plus large aussi, il faut dire. Et il y avait un bon pied et demi plus long. Fait que là, j'étais quand même capable de faire ma séquence de yoga. Ici, c'est plus tight, mais dans une semaine... j'ai une autre van, j'ai un nouveau partenariat avec New West VR qui sont basés à Québec. Fait que là, je vais avoir un 170. Fait que pour faire du temps plein, ça va être plus confortable, évidemment. Mais sinon, tu dis que ça n'a pas toujours été facile.
Ma première vanne, je t'avoue que ça n'a pas été facile parce que elle était bâtie sur 3 saisons. Là, c'est une vanne 2007. Ça n'a pas été pensé comme les vannes d'aujourd'hui. Tu sais, gars, en ce moment, là, en ce 20 novembre, là, il fait quoi, -4 dehors. On a le podcast en dedans, puis on est très confortable. Oui, là, absolument. Je suis en chandail. Puis, tu sais, fait que les vannes de nos jours, beaucoup mieux isolées, système de chauffage hyper performant. Mais 2016, ma vanne n'avait pas été pensée pour ça. J'avais pas accès à l'eau, premièrement, l'hiver, parce que là, il fallait que je condamne tout mon réservoir. Tandis que cette vanne-là, tant que je chauffe, tout, ça gèlera pas. Là. Tout le système de plomberie est à l'intérieur. Je peux me servir du lavabo, de la douche. Mais la première vanne, je pouvais pas faire ça. Fait que là, je vivais sur un genre de petit 10 litres d'eau que je rentrais en dedans au pit stop pour remplir. Quand je faisais ma vaisselle le soir, je faisais hyper attention. Là, évidemment, je rentrais au pit stop prendre ma douche. Fait que quand je dis que le pit stop, c'est mon camp de base, c'est à cause de ça. T'es vraiment chanceux, en réalité, oui. là, parce que si t'avais pas ça, ça serait une complexité de plus. Là. Ben absolument. Fait que je pense que c'est 2019, la première fois que je suis resté ici l'hiver. Okay. Fait que tu sais, quand même en 2016, 17, 18, tu sais, je partais dans le sud-ouest des États-Unis faire du bike, là, mais cet hiver-là, je commençais à manquer de cash. En 2019, là, je pense que j'avais comme 4000 pièces dans le compte, j'étais comme oh, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'étais resté ici pendant l'hiver 2019 à début de 2020. Et là, je te laisse deviner ce qui est arrivé en 2020, mais j'étais allé au Costa Rica juste avant la fin du monde. J'étais allé au Costa Rica 2 semaines. Je vais me payer un petit voyage. Je l'ai commencé peut-être à guider. En tout cas, je sais pas trop où je m'en allais avec ça. J'ai fait 2 semaines là. Je suis revenu au Québec, encore dans ma van. Mais tu sais, le fait que je l'avais fait à la dure dans ma van. Tu sais, dans ces années-là, il n'y avait pas tant de monde encore. La van life commençait, là, si on veut être populaire, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'était peut-être aussi un peu plus permissif, là, pour les endroits, là, où tu voulais t'arrêter. Ah ben oui, si tu veux parler de ça, tu sais, à Bromont, j'avais un spot sur le Mont Shepherd que j'allais, future maison peut-être en construction, là. Puis là, je me parquais là. J'essayais de pas trop attirer l'attention puis de varier mes spots, mais ouais, je couchais au lac Bromont. Je couchais dans les P2, P3, P4, P5, en tout cas, tous les parkings de la montagne. J'ai jamais eu de trouble. Mais ouais, avec l'explosion de la van life, puis je fais partie comment je pourrais dire ça? J'en ai fait la propre promotion, me suis tiré dans le pied un peu parce que là, après, c'était plus un secret. Fait que ouais, c'est plus dur de camper n'importe où maintenant. Mais en même temps, avec la pandémie, vers la fin, lorsque le monde a commencé à voyager, principalement au Québec, là, on a vu partout, là, les gens là sont attaqués les régions. Absolument. Ça a eu des répercussions, là, c'est ça. Puis j'ai lancé Bon Vélo en juillet 2020. Premier épisode à Vallée-Bras-du-Nord. Officiellement, là, la web-série, ça faisait quand même une couple d'années que je faisais du contenu par moi-même avec mon cellulaire, c'était amateur. Mais la web-série est arrivée en 2020. Fait que là, oui, je faisais la promotion de la van life au Québec. Et donc, voyager local, tu sais. Puis le vélo de montagne dans tout ça. Fait que c'était des mouvements qui ont tous explosé. Mais la chance, c'est quand que la préparation rencontre l'opportunité, tu sais. Fait que tu sais, j'étais prête depuis une couple d'années pareil. Fait que quand la chance est arrivée, qui est la pandémie, si on veut, moi ça m'a profité. Ben là, j'avais déjà un show prêt à livrer comme ça, puis Évasion ont tout de suite sauté dessus, là, tu sais. Dans le fond, c'est vrai parce que ça a captivé une audience qui était en quête, en attente de ça, parce qu'on avait, dans le fond, les gens cherchaient activement du contenu à avaler pour meubler notre imaginaire. Puis, on est arrivé au bon moment avec ça. Avoir lancé la saison, mettons, l'année d'avant, parce que j'avais essayé, moi, j'avais approché Urbania, pour pas les nommer, puis il m'avait dit, le vélo montagne, c'est trop niche, puis t'es pas connu. Fait que ça marchera pas. Puis là, j'étais comme non. Puis c'est là que j'avais continué à essayer de cogner aux portes tout ça là, puis un moment donné je me suis dit tu sais quoi, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Puis c'est ça qui a tout fait décoller finalement. Merci YouTube. Hey. C'est quoi la réalité pour toi, pour un jeune YouTuber qui commence? J'aime que tu as dit le mot jeune là, en passant. Je te compare avec moi. Jeune dans l'expérience sur YouTube. Oui, c'est ça, je voulais dire. Mais oui, qui veut faire ses marques là-dedans, d'aller, puis en même temps, tu cherches un moyen d'en vivre, là. Ouais. Je cherche encore un moyen d'en vivre. Ouais, mais c'est puis c'est une quête éternelle en sens. Non, mais c'est un bon point parce que regarde, tu sais, nous on se croise souvent ici au Petit Stop et ailleurs, mais je le sais parce que je le vois, je t'observe. T'es un gars qui a l'air
immensément travailleur. À chaque fois que je te vois, t'es toujours le nez dans ton ordinateur, toujours en train de faire des appels ou de répondre à des courriels. Puis, pour avoir un petit peu observé ou c'est beaucoup de travail. Tout ça est possible parce que j'ai pas de blonde d'enfant puis une hypothèque à payer, là. Sinon, je serais pas capable de mettre autant d'heures, ça, c'est sûr. Parce que pour toutes les heures que t'es pas payé pour toutes les heures que tu fais. Ben non, c'est aussi la vie. La réalité d'un travailleur autonome aussi, là. Mais non, tu sais, je suis pas dans une industrie qui a énormément d'argent. Il y en a eu dans les années de pandémie, là. Ça a été vraiment 2 belles années financièrement pour moi, Bon Vélo, là. Si j'avais pu faire ça toutes les années, j'aurais été bien heureux, là. Mais je savais que c'était passager. Puis là, j'essaie toujours de me renouveler, là. Mais, tu sais, je fais rien aussi de stratégique dans ce sens-là. Tu sais, moi, je fais 2 saisons de Bon Vélo, je vivais le rêve. Tu sais, à ce moment-là, j'avais une compagnie de vannes qui me commanditait, fait que la vanne était prêtée, tu sais. Puis l'hiver, mais là, l'hiver 2022, après la 2e saison de Bon Vélo, je suis parti en Arizona. Ben, Texas, Arizona, sud-ouest américain. Oui. Puis c'est là que je suis tombé sur un livre d'un gars qui faisait Oregon-Patagonie à vélo. Puis j'étais comme complètement chambardé. J'ai lu ce livre-là, puis j'étais comme, je veux faire ça. Puis tu sais, fait que là, je venais de réaliser mon rêve de vie après toutes ces années-là, 20 d'années sur des plateaux de tournage, toutes mes dizaines d'années de descente, tu sais, tout ce bagage-là que je l'ai amené dans Bon Vélo, je vivais un rêve, la vanne fournie, 2 saisons de Bon Vélo, peut-être qu'il allait avoir une 3e saison de Bon Vélo. Puis quand je te dis que je suis pas stratégique, moi je fais pas les choses pour l'argent, mais juste parce que je suis vraiment passionné, j'écoute mon instinct. J'écoute mon instinct, mais aussi un peu je suis comme un bateau, puis j'ai une voile, puis à un moment donné, ben il y a un vent qui change de bord, puis je me laisse aller, tu sais, je me battrai pas contre. Puis c'est ça que j'ai fait, puis quand j'ai lu ce livre-là, là, cette histoire-là m'a obsédé, ça m'habitait dans le jour, puis je veux faire ça, moi, du bikepacking, voyager. L'avais-tu déjà fait avant? Ben, c'est drôle parce que, après ça, c'est des liens, mais dans la première saison de Bon Vélo, épisode 6, Bromont-Sutton, je le fais en bikepacking, puis c'est moi qui est arrivé aux boys, les 2 gars qui m'aidaient qui étaient mes partenaires dans mon vélo à ce moment-là. J'ai dit, j'aimerais ça faire de quoi sur le bikepacking, parce que je vois le gravel s'en venir, il y a de quoi qui se passe, vélo d'aventure, ça en parle, mais je connaissais rien. Puis c'est là que j'ai invité Nicolas Legault, du Centre national. Bel épisode, le fun. Ouais, moi j'avais trippé. Puis ça avait quand même éveillé quelque chose en moi, mais inconsciemment encore, tu sais, parce que j'étais très vélo de montagne. Mais il y avait de quoi qui m'attirait là-dedans, tu sais. Puis après ça, quand je fais des liens, je suis comme, hey, dans le fond, là, le vélo d'aventure, il y a tout le temps une place dans ma vie parce que à l'époque, là, quand je te disais 93, 14, 15, les années que je faisais du vélo l'été, là, ben moi, là, je tripais quand j'étais kid de partir avec mon petit sac banane, un peu de bouffe, de l'eau, partir toute la journée puis explorer des sentiers. On cherchait les sentiers à Oka puis à Lorraine, je partais de Laval puis n'importe quel bois, tu sais, j'explorais. Fait que c'était ça un peu le vélo d'aventure puis c'est ça à la base, le vélo de montagne. Oui. J'avais comme perdu ça. Puis là, hey, j'ai comme eu une espèce d'instinct vers ça. J'ai invité Nick Legault puis sa blonde Marie-Pierre à faire cette boucle-là. Ils m'ont enseigné vraiment, là. Puis c'est ça qui est intéressant quand tu rentres dans le monde du vélo d'aventure. C'est que là, il y en a des affaires à comprendre. Tout l'équipement. Puis là, après ça, tu te rends compte aussi, je connaissais rien en plein air. Le bon sac de couchage, le bon matelas de sol, tous ces équipements-là. Fait que c'est aussi intéressant, ça te nourrit beaucoup, ça te stimule parce que tu écoutes YouTube, bikepacking.com, tu sais, tu t'informes énormément parce que tout cet équipement-là, faut qu'elle rentre sur le bike, là, quelque part, tu sais, puis faut que ça soit trop pesant. Fait que là, j'ai découvert cet univers-là, puis je tripais. C'est sans fin, là. C'est sans fin, mais fait que, tu sais, j'avais, grâce à ça, à cause de l'épisode, j'avais un peu de stock. Avec Carquel, Évoque. En tout cas, j'avais une couple de bébelles comme ça. Fait que quand j'ai lu le livre, j'ai dit hey, je vais m'essayer. Fait que j'ai pris mon treuil, donc c'est un double suspension. Je suis parti faire une boucle au Texas. Puis ça a pas super bien été, là, tu sais, genre j'ai gelé le soir parce que j'avais pas le bon matelas de sol. J'avais un matelas de sol d'été. Moi, je m'étais dit le plus petit, le mieux, mais hey, j'avais un indice d'isolation de R 1.3 là-dessus. Ça a passé à travers, là. Ça venait me chercher dans le dos. J'avais pas le bon sac de couchage. Puis, mais tu sais, j'ai appris comme ça. Puis quand j'ai fini la boucle de 2 jours, là, j'étais tellement fier parce que vu que ça avait mal été, tu sais, fait de finir, j'étais encore plus fier de moi. Puis là, j'ai dit, OK, là,
prochaine boucle que je fais, là, je vais être équipé. Fait que là, j'ai commencé à m'acheter du stock sur Amazon, peut-être livrer ça chez un de mes amis en Arizona. Oui. Fait que, là, je suis rentré là, dans cet univers-là. Prise 2, là, ouais on a fait le point, puis... Ouais, puis 5e jour de cette deuxième boucle-là en Arizona. Cette fois-là, j'avais pas fait de contenu, j'allais juste prendre des petites photos tranquilles. Je voulais vraiment savourer le moment, tu sais. Mais j'ai pas été capable. 5e jour, c'est devenu un épisode sur YouTube. Oui. Je veux immortaliser ce moment que j'appelle. Puis je finis par dire, tu sais, j'en veux plus. Je veux aller loin, je veux pédaler longtemps. Puis c'est là que je décide que je m'en vais en Patagonie. Là. Ça a été clair dans ma tête à ce moment-là. Puis ça comptait en février 2022. Ouais, je me rappelle cet épisode-là. Ouais, puis c'est quoi là-dedans qui t'a, tu penses, qui t'a attiré, que c'est-tu, je sais déjà, t'avais le rêve, là. Ouais. C'était-tu d'aller loin, de repousser tes limites, de t'amener au seuil de l'inconfort, Ben, tu sais, dans tout ça, là, moi, ça faisait 6 ans que j'étais dans la van, presque 7, à temps plein. Puis, tu sais, bien que ça n'a pas été facile au début, puis bon, mais tu sais, que les nouvelles vannes, là, tu sais, le côté aventurier que je recherchais, puis que j'ai eu avec la van, je l'avais plus à ce moment-là. C'était facile, tu sais. Puis je voulais aller... Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que la van m'a amené à pousser ma zone de confort. Puis elle m'a amené à découvrir des destinations de vélo-montagne, le sud-ouest américain. J'étais à Baja au Mexique 2 fois avec la van. Tu sais, j'ai comme poussé ça, puis c'était l'aventure. Mais ce qui est intéressant du vélo, là, c'est que à un moment donné, la van, elle peut t'amener jusqu'à un certain endroit. Puis là, comme tu dis, il y a tellement de vannes que c'est difficile de trouver ces endroits extraordinaires-là pour camper. Mais là, que le vélo, tu peux aller un step plus loin. Là, tu peux aller loin n'importe où, en fait. Fait que, tu sais, ce côté aventurier-là, puis c'est ça, j'avais besoin d'un autre défi. Puis c'est ça qui m'attirait dans cet univers-là. C'était comme vraiment l'inconnu. J'avais tout d'un coup tout à apprendre parce que, tu sais, malgré tout, tu sais, bon vélo, c'est une 20aine d'années de plateau de tournage. Tout ce qui est vélo montagne, c'est une 30aine d'années d'expérience. T'sais. Et là, j'arrivais dans le vélo d'aventure avec aucune expérience de plein air. J'ai ce livre-là qui me hante, qui m'habite. T'sais. Fait que pour moi, c'était tout nouveau. Là, fait que c'est pour ça que j'étais aussi stimulé de me lancer. Fait que là, c'est là que Victoria Ushuaia. Ouais, Victoria Ushuaia. C'est quoi, 30 000 kilomètres? Avec la traversée du Canada, ouais. J'en suis à 30 000 okay. kilomètres. La traversée du Canada est venue après. Fait que c'était 28 000, quelque chose comme ça. 23 481 kilomètres. Ça, c'était Victoria Ushuaia sur 1 an et demi. Fait qu'entre février 2022, septembre 2022 et février 2024. C'est une aventure. Mais, l'aventure d'une vie, puis je m'en rendais compte en la faisant, cette aventure-là, que... Puis, mais tu vois, déjà en Argentine, je pensais à la suite. Puis c'est là que je me suis dit, ce serait cool de traverser le Canada. Je l'avais fait une dizaine de fois en char déjà, une dizaine de fois par les États-Unis aussi, mais je me disais, ça doit être cool de mettre en application tout ce que je sais dans un endroit qui est sécuritaire, pour que me suis senti en danger là-dedans, mais tu sais, c'est du connu, c'est mon langage. Puis je voulais pédaler vite aussi. Quand je suis parti pour la Patagonie, je suis parti avec un vélo de montagne. C'était le meilleur choix que je peux pas faire. J'ai pris un Cobain qui est un hardtail chez De Vinci. Je voulais avoir un vélo que je pouvais aller n'importe où, qui était solide. Baja au Mexique, j'ai fait une partie de la Baja de Vide. Ça fait que ça, c'est une route de 2500 km qui traverse la péninsule. J'ai dû en faire un 1000 kilos, puis je bifurquais, je retournais sur la route moitié-moitié là, pour accélérer un petit peu. Mais ça prenait des pneus 2.6. Fait que c'était vraiment la meilleure plateforme. Mais après avoir tout fait ça, là, je me rappelle qu'à la fin, j'ai fait un 250 kilos au Chili avec ce bike-là. Puis je me disais, hey, imagine en bike de route ou gravel, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que là, c'est là que la longue distance arrive un peu. Je me dis, peut-être je pourrais traverser le Canada avec mon bike de gravel le plus vite possible, voir. Tu sais. Ouais. Fait que vite, j'avais déjà un autre objectif en tête. Là. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Puis après ça, là, l'été passé, la RAC. Ben oui, fait que j'ai fait dans le fond la traversée du Canada en 2 parties. Fait que j'ai fait Victoria. Je pars tout le temps à Victoria. Tu sais, j'habitais là, j'ai un ami qui est là, c'est symbolique. Hugo, ben oui, tu connais. Bon. Hugo. J'ai parlé à matin d'ailleurs. Fait que Victoria, Bromont. Mais là, tu sais, j'ai fini ici. Ça c'était en 2024. Puis j'étais comme what's next? Là, c'est tout le temps la même affaire. Fait que là, je suis comme, mais là, il faudrait que j'aille jusqu'à Saint John. Fait que là, cet été, je me suis inscrit au RAC, qui est le Race Across Québec. C'est un 1000 km. Ben, moi, j'ai choisi de faire le 1000 km en solo. T'as 300, 500 ou 1000.
Et pour me préparer pour ça, je me suis dit, je vais faire ma traversée. Fait que Bromont, Terre-Neuve. Et j'ai tout aussi traversé Terre-Neuve, là. Fait que ça m'a donné 2500 km, fait une préparation quand même parfaite pour le Race Across. Puis j'avais quoi, une moyenne d'à peu près 200, j'ai pas calculé, il y a une journée de 13 km, là, ça a tout fait fourrer mes stats, mais je pense que j'avais comme 225 km de moyenne par jour. Mais il reste que, tu sais, j'étais comme, hey, le Race Across, c'est quand même 1000 kilos, là, fait que je t'avoue que j'avais, pis c'est ça qui est intéressant de se lancer dans des trucs de nouveaux, c'est comme il y avait le doute. Ouais. Comment je vais faire ça? Comment je vais le séparer? Je suis capable de faire 3 journées de 333 km, puis... C'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Et à ce moment-là, ma distance la plus longue, c'était 324 kilos en Ontario quand j'avais traversé le Canada, puis j'étais mort le lendemain, là. Là, je suis comme, je peux pas faire ça 3 fois, là. Oui, parce que, tu sais, quand t'as fait le Victoria, Patagonie, les journées étaient moins longues. Des fois, t'avais des grosses journées, t'avais le vent dans le dos, peut-être, ça pouvait aider, ou des... Puis je m'ennuie un peu de ça. Là, je suis rentré dans une folie de faire des longues distances, puis il y a tout aussi une tendance aux ultra-distances, que ça soit course à pied ou vélo et tout, là. C'est comme une folie, on peut y revenir, mais je m'ennuie quand même puis je veux reconnecter avec ça cet hiver, mais que j'aille faire du bikepacking. Tu sais, de juste comme relaxer, faire un 60-70 kilos dans ta journée, mettre ta tente là à 4 p.m. puis prendre ton temps le soir, cuisiner, puis tout ça. Moi, c'est ça que j'ai fait de Victoria à Patagonie. J'arrêtais des fois une semaine ou deux surfer à des endroits. Tu sais, c'était vraiment un beau trip, là. Il n'y a pas d'urgence, ben. Puis là, ben oui, je suis dans la folie de... Tu pars à 7h30, 8h sur ton bike, t'essaies d'avoir ton 100 kilos avant midi, puis de faire ton 200 avant telle heure, puis là, t'arrives à 8h le soir, puis t'es comme, puis ça recommence le lendemain. C'est un peu fou. Parce qu'une course comme... Une course d'ultra-distance comme ça, c'est pas la même affaire qu'un voyage où tu documentes tout. Parce que là, c'était une de mes questions, parce que quand t'es allé en Patagonie, tu sais, le résultat qu'on peut voir sur ta chaîne, tu sais, c'est superbe, là, mais il y a beaucoup de shots, de drones ou des caméras fixes que tu mets. Tu sais, c'est sûr que logiquement, je le sais que tu dois arrêter, mettre ta caméra, reculer, faire ta passe, après ça, revenir chercher ta caméra. Ça va prendre énormément de temps, là. C'est des trucs qui sont... Puis tu sais, je te regarde le matin prendre ton café, là. Il y a 3-4 shots de prise de vue différentes. Tu sais, ça demande beaucoup de travail. C'est sûr que tu as de l'expérience avant t'avais fait autre chose, là. Ouais. Ben, moi, j'aime ça, là. Je le fais intuitivement, mais oui, c'est vrai que on l'oublie, là. C'est ça, la magie du cinéma aussi. C'est comme, hey, attends une minute, là. Il a fallu qu'il se filme, là. C'est qui filme? Ou, oui, c'est ça. T'es tout seul, là, souvent, là. C'est comme, oui. Surtout les shots de drone, tout ça, tu sais, on dirait que le monde sera comme, ouais, il doit y avoir peut-être quelqu'un qui le suivait, mais non. Fait que tu sais, intuitivement, j'aime ça faire ça. Mais je voulais aussi faire une série, là. Assurément, moi, je l'ai tout documenté. Fait que dès le jour 1 et avant, tu sais, je voulais tout raconter, capturer cette histoire-là. Fait que j'avais fini avec 22 épisodes. Ceux qui ont pas vu, là, sur ma chaîne YouTube, Dominique Ménard, Victoria Patagonie, 22 épisodes. Elle n'est pas manquée. Il y en a 9h30 de temps, là, si t'écoutes d'un bout à l'autre. Ben, merci. Puis, je vais en faire éventuellement un documentaire, écrire un livre. Mais ouais, vite, moi, dans le voyage, j'étais comme, OK, faut que je capture tout ça. Mais là, à un moment donné, je me suis aperçu que c'était une folie parce que c'était à peu près 1 heure par jour. Fait que, tu sais, d'arrêter, mettre le trépied, revenir. Puis tu sais, il y a tout le temps de quoi, là, tu sais. Ou tu perds ton drone dans un arbre. Tu perds ton drone dans un arbre. Mais ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive puis qui commence à te jaser, puis il y a un char qui passe, t'as pas la bonne prise, puis finalement ça marche pas. En tout cas, tu sais, c'est jamais aussi simple. Puis je sais pas pourquoi quand tu sors le drone, il arrive tout le temps quelque chose, là. Puis que tu le veuilles ou non, c'est un 20-25 minutes, une shot de drone. OK. Le temps, tu t'arrêtes, t'installes tu sais, moi, j'installais la manette sur mon guidon, avec des velcro, puis là, après ça, ben, tu lances le drone, fait que tant qu'à être dans les airs, tu veux maximiser le temps, fait qu'une couple de photos aussi, des angles différents, un passage ou deux, tu sais, puis un safe shot, tu sais. Puis même à chaque fois, je me dis, OK, là, Dom, là, 10 minutes, t'es reparti. Puis ça faisait toujours comme 20-25, une demi-heure des fois, tu sais. Fait que ça, c'est juste une shot de drone, tu sais, dans une journée, puis après ça, t'installes le trépied, puis là, le soir, tu sais, tout ce contenu-là, faut que tu le classes. Fait que ouais, j'ai fait ça quand même dans les, tu sais, 463 jours, là, il y a probablement pas une journée que j'ai pas filmé. Et puis après 4 épisodes, parce que là, je montais ça au fur et à mesure en cours de route. Tu faisais-tu tout ça, toi, tout seul, ou si t'avais de l'aide, au début, par exemple? Ouais. Mais là, comme j'y arriverais pas, me faire un burn-out. Fait que finalement, j'ai demandé à De Vinci
puis Guru, mes partenaires, s'ils voulaient m'épauler là-dedans. Fait que j'ai réussi à avoir un budget pour engager un jeune monteur à distance à Bourmont. Puis fait que là, moi j'avais déjà de l'ordre, là. Tout est par, si tu regardes mon drive, là, tout est par province, État, pays. Là. Et dans chacune de ces mettons qu'on prend un pays, là, tu vas avoir jour 400, peu importe. Là. Je suis parti de telle ville à telle ville. Et puis dans ce dossier-là, là, il y a tous les fichiers, fait que drone, GoPro, vidéo, photo. Puis je renomme certains fichiers aussi pour pouvoir les retrouver avec un contrôle F à un moment donné. Fait que si je cherche de quoi avec dogs, parce que je me suis fait courir après par des chiens, mais je vais le trouver. Breakfast, tent opening, fait que tous des petits mots-clés comme ça que je me mettais. Fait que lui, je faisais un synopsis, faisais le montage de licence, mais sinon, j'aurais jamais vu la fin de cette série-là, là, si j'avais fait le montage moi-même. Je comprends. Parce que déjà, juste la préparation de tout ça, c'est immense comme travail. Puis après ça, de reprendre toutes ces images-là, toutes ces petites scènes-là, puis d'en faire une histoire. Non, c'est ça. Puis tu sais, on parlait de la portion financière tantôt. Puis c'est sûr, là, j'aurais pu... J'ai de la misère à me projeter dans le temps. Puis je veux toujours aussi me prouver avant de demander, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me disais, qui suis-je pour comme penser que je vais me rendre en Patagonie, moi, là. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais mal aux genoux après 80 kilos. Il a fallu que je arrange ce problème-là, d'ailleurs. Tu sais, il y a plein d'incertitudes. Puis je me suis dit, vas-tu aimer ça? Tu sais, je me sentais intrus, un peu un imposteur dans ce milieu-là. Moi, j'étais nouveau là-dedans, là, tu sais. Oui. Et très humble, c'est ça là, que j'ai appris. J'ai déjà une époque, j'étais très coq, puis très une longue confiance en moi, là. Mais là, je suis comme plus humble dans la vie. Puis là, je me disais, tu sais, si je monte un gros plan, je voulais pas me mettre de pression. Puis ça m'a pris du temps aussi à l'annoncer aux gens. Mais oui, tu sais, mettons, tu montes une aventure comme ça, financièrement, la meilleure affaire, c'est arrêter de dire, bon, OK, gang, demain ici, Gourou, puis tous mes commentaires, de dire, là, moi, je veux pédaler jusqu'en Patagonie, ça va coûter de temps, mais je vais faire une série au fur et à mesure. On va faire... Là, tu sais, tu m'embarques dans un autre show de Bon Vélo, quasiment, là, tu sais. Je vais faire un épisode par pays, puis c'est comme, là, ça prend tant de budget, tu sais. Probablement que j'aurais été capable, peut-être, d'aller me chercher un profit là-dedans, mais mon feeling aussi, que je sais pas si le monde aurait voulu investir là-dedans, j'ai pas fait mes preuves aussi, tu sais. Là, j'ai un rendu, tu sais. Je pourrais dire, OK, gang, je m'en vais faire l'Europe-Asie, pendant 1 an et demi, whatever, ça va coûter tant, on va faire ça, puis après ça, je vais faire des conférences, je vais écrire un autre livre, puis tu sais, quand t'as déjà prouvé, là, peut-être ça irait mieux de financer ça, mais je voulais pas me mettre cette pression-là, puis honnêtement, on n'a pas parlé, mais ça m'a fait vraiment du bien de déconnecter, parce que Bon Vélo, là, tu sais, être public, là, c'est un peu fou, là, surtout quand t'habites dans une boutique de vélo, puis ta clientèle cible sont là, tu sais, c'est comme si Martin Matt habitait au Maxi avec sa vanne, tu sais, genre, peut-être pas non, c'est une bonne image, c'est clair. À petite échelle, là, mais tu comprends un peu l'image, tu sais. Fait que j'avais quand même besoin un peu de déconnecter, fait que je voulais pas mettre de la pression, puis c'est pour ça que je trouvais ça cool de partir en bike tout seul. Puis tu connectais avec des gens qui te connaissent pas. Ouais, j'ai pas été longtemps seul, d'ailleurs. Après 5 jours, j'ai rencontré des gens, etc. Mais oui, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de déconnecter puis de vivre quelque chose d'autre, là. Ça, c'était une découverte pour toi, ça, l'aspect social du voyage. Ah oui. Tu rencontres une communauté que tu ne te doutais pas, tu sais. Il y en a partout, ça étant dit, des communautés, puis c'est ça que je dis aux élèves dans mes conférences. Tu pensais pas que, parce qu'on ouvre plein de petites bulles dans notre vie, le travail, le sport, tu sais, ou partir en voyage, mais tu sais, on se sent seul, mais on réalise vite qu'il y a d'autres gens comme nous qui ont les mêmes intérêts, puis fait que tu sais, c'est plus facile, effectivement, tu rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré Félix, Catherine, un couple de Québécois après 5 jours. On a fait comme 5 semaines ensemble. Puis Félix, un ingénieur, je l'ai fait rentrer chez De Vinci dernièrement. Ah oui! C'est drôle, mais fait que des connexions à la vie qu'on a. Fait que, c'est une petite niche, là, le bikepacking, vélo d'aventure. Mais un coup que tu perces là-dedans, tu te rends compte, il y a plein de monde, finalement. On était comme une quinzaine à un moment donné en Californie, là, fait que, il y a du monde. Ah oui, c'est ça. Puis au travers de tout ça, en plus, t'as les locaux que tu rencontres, des gens qui t'ont contacté suite à tes visionnements ou les réseaux sociaux m'ont ouvert beaucoup de portes, là. Je t'avouerai que je l'ai eu facile, surtout en Amérique centrale, là, je me faisais inviter dans des hostels de surf gratuitement pis tout ça. Vraiment trippé. J'ai ouvert ma plateforme de sociofinancement buymeacoffee.com qui existe toujours, là. J'invite les gens, exemple, quand je fais une capsule sur YouTube, une vidéo sur YouTube, de me supporter là-dedans.
Ça m'a quand même aidé. Tu sais, financièrement, tu sais, j'avais quand même des revenus de Vinci et de Guru, de certains partenaires qui se sont greffés à ça, la plateforme de socio-financement. Fait que, tu sais, honnêtement, même si je l'ai pas préparé trop d'avance, j'ai bien fait ça. Mm-hmm. Puis l'avoir fait trop mettons, si j'avais voulu planifier ça d'avance, il aurait fallu que je repousse mon voyage d'1 an. Puis dans la vie, là, quand il y a une petite fenêtre, puis elle est jamais parfaite, la fenêtre, là, mais quand ça s'ouvre à toi, tu la prends, tu mets ton pied dans la porte, puis let's go, c'est là que ça se passe. Parce que si j'avais attendu une autre année, là, pas mal sûr, ce voyage-là, je l'aurais jamais fait. Fait que, oui, tu sais, j'aurais pu être mieux préparé, mais je pense que, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est quand il y a quelque chose, là, même si c'est pas parfait, là, tu te dois de sauter dessus, là. Puis bon vélo est né de même. Quand j'ai quitté ma job à CJ pour faire du vélo à temps plein, c'était de même, tu sais. Fait que, faut que tu te lances dans le vide. Tu permets, j'ouvre la lumière. Ben oui, commence à faire noir, commence à faire je noir. pourrais mettre une shot de chauffage de plus aussi. Une bûche dans le foyer. Et voilà. Tu pourrais mettre une pub, là. T'as-tu des sponsors dans le podcast? Ben non, j'en ai pas, moi, de sponsor. Fais ça par passion. Fais ça par passion. Bon, oui. On est dans cette industrie-là de passionnés. Je suis sûr que le monde qui nous écoute, c'est la même chose. Ben oui. Ben, il faut, parce que c'est ça qui nous drive. Sinon, on le ferait pas si c'était juste pour d'autres facteurs. C'est pas payant. Non, c'est ça. Ben, tu souhaites toujours aussi. Ben, ça te nourrit sur d'autres choses. Puis ça va. Moi, il n'y a rien de perdu. Là. Des fois, ça t'ouvre les portes tôt ou tard vers quelque chose, ou c'est de l'expérience. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand on parle de passion, mais tu sais, ton contenu touche, malgré quand tu dis que c'est le vélo de montagne, ça touche plein de monde aujourd'hui, tu sais, qui ont même des gens qui étaient intéressés par la vanne, qui sont intéressés par la suite au vélo grâce à ça. Des gens qui sont intéressés par le cyclotourisme, le bikepacking en général, tu sais, fait que c'est pas juste l'univers du vélo. Non, maintenant. Tu vois, cette semaine, là, on est en novembre, là, c'est l'heure du bilan, là, où ce que je remets justement un bilan de l'année à mes commanditaires, puis on négocie pour l'année d'après. Tu sais, dans l'industrie, c'est souvent des contrats d'1 an, là, tu sais, tout est on marche sur un fil, mais fait que tu vois, avec De Vinci, tu sais, je voulais ramasser des témoignages, là, tu sais, pour essayer de voir c'est quoi, le retour sur investissement à leurs yeux. Eux autres, tu sais, on a investi en domaine or, qu'est-ce que ça nous revient, tu sais. Puis, tu sais, moi, ma communauté, encore une fois, mon audience est tellement extraordinaire, là. J'ai une belle, je sens une certaine comme proximité avec eux, tu sais, puis on me le rend bien. Fait que des fois, de temps en temps, comme ça, comme la plateforme buymeacoffee.com, quand je demande de l'aide, un peu, les gens répondent. Puis, j'ai dernièrement demandé des témoignages. Tu sais, hey, si je vous ai influencé positivement, peut-être à faire une sortie de vélo ou à vous dépasser un défi, un voyage, ou même acheter un vélo, tant mieux, c'est un ici, tu sais. Faites-moi parvenir vos commentaires, puis hey, c'est une story, c'est une photo là, que j'ai mis avec ce que je viens de te dire là, par écrit. C'est une story qui a été vue presque 10 000 fois. Wow. C'est quand même énorme, là, une portée comme ça. Puis j'ai eu à peu près 60 messages, 60 témoignages. Puis moi, dans ce temps-là, là, pour garder les traces là, sur mon téléphone, je fais des screenshots. Puis j'ai des dossiers dans lesquels je classe tout ça. Fait que, mettons, quelqu'un me dit « Hey, Dom, grâce à toi, j'ai acheté un De Vinci à Chet. Merci beaucoup, blablabla. » Ben, je fais un screenshot de ça, je le mets dans mon dossier ambassadeur De Vinci. Fait que là, ça va me faire avec De Vinci, Guru, Parmi, peu importe, mes partenaires, je les mets toutes là-dedans. Fait que ça me permet à la fin de l'année de pouvoir faire un bilan, mais là, j'ai comme eu une vague là, tout d'un coup. Fait que, écoute, ça a tellement nourri mon dossier, là, il était solide. Après ça, c'était du solide quand j'ai remis ça. Fait que ça, c'était intéressant de voir l'influence. Puis oui, effectivement, même si je fais vélo de montagne, tu sais, je suis peut-être pas juste à 100% la personne qui a influencé, mais je fais partie de l'influence qu'ils ont eu pour des gens qui avaient jamais fait de vélo d'aventure, qui ont essayé ça, ou du vélo de gravel. Puis même, il y a des gens qui me disent « Hey, Dom, je m'en vais en Patagonie grâce à toi. Tu sais, je vais faire le voyage que t'as fait. » Puis c'est fou de savoir ça. Ça m'encourage à continuer. Là. C'est génial, ça. Écoute, je te dirais que, tu sais, même moi, je pense pas que je partirais jusqu'en Patagonie, là. Mais, tu sais, ça me donne le goût d'essayer le bikepacking. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on a développé avec Tourisme Canton de l'Est des routes ici 3 jours, là. Tu sais, pas besoin de partir loin, là. Moi, je pars 2, 3, 4 jours en bikepacking. J'ai l'impression d'être parti comme 10 jours, là, tu sais.
Fait que c'est ça que je veux faire découvrir aux gens. Moi, ça a commencé comme ça, d'ailleurs, là. Mais ça, on peut en parler un petit peu, justement, de ces 3 itinéraires-là là, que tu as travaillé avec Tourisme Canton de l'Est. C'est 3 petits itinéraires de 3 jours. Ouais. Qui s'appelait la gravelée des saveurs, la gravelée des sommets, puis la gravelée des rives. Tabarnouche. Là, il a dit ça sans regarder aucune note dans sa tête. Non, je suis impressionné. Ben non, mais sérieusement, écoute, j'ai une amie qui est dans l'Ouest canadien, à Canmore, et puis, tu sais, on se voit régulièrement, puis l'an prochain, elle se posait venir, puis elle dit, ça serait le fun de faire de quoi? Puis j'ai dit, ben là, ben oui. On se tenterait-tu de faire un petit été, dis-moi. Ben, enfin, c'est ma femme, en fait, qui cherchait un exemple, et j'ai dit, hey, les filles, on va regarder, car on a trois beaux itinéraires qui ont été préparés par Dominique, là, ça serait fun. Le but, c'est d'offrir un clé en main, là, ils sont sur bonvélo.ca, puis 3 books super accessibles, tu pourrais le faire, honnêtement, tu pourrais le faire une journée bien décidée, là, tu sais, un 230 kilos, c'est pas, genre, mais ça serait pas le but de l'opération, mais je sais que quelqu'un peut-être va le faire. Mais, tu sais, tu pourrais faire en 2 et 4 jours, on l'a mis sur 3, c'est comme un sweet spot, là, mais les gens peuvent l'adapter, puis ça donne une base, mais ouais, le but, c'est un clé en main, tu pars, il y a des producteurs aussi locaux qu'on suggère d'arrêter, endroits où dormir. Fait que le but, c'est de faire découvrir le vélo d'aventure comme ça, avec des routes quand même accessibles. C'est quand même ça au Québec, là, tu sais, ça demeure des chemins de gravier. Tu sais, j'aurais aimé ça des fois qu'on incorpore un peu de single track, double track, tu sais, vraiment quelque chose d'aventure. Peut-être falloir s'éloigner en Gaspésie, je le sais pas, là, mais c'est sûr que dans le coin, on est gâté, on va se le dire, pour les chemins de gravier. Fait que c'est au reflet de la région, ici, Canton de l'Est. Fait qu'on a beaucoup de beaux chemins de gravier comme ça. Quelques chemins pavés quand même, là. C'est dur de faire 100% gravel. Mais en majorité, c'est sur gravel. Puis c'est facile, tu download le GPX. Il y a de belles photos pour s'inspirer. J'en avais même créé une épisode YouTube, la gravelée des saveurs. Elle est sur YouTube d'ailleurs. Je pense que c'est un 12 minutes avec Marine Lewis, une de mes amies. Un peu, on reconnaîtra la touche Bon Vélo dans cet épisode-là, même si j'ai pas appelé ça Bon Vélo. D'ailleurs, je suis mélangé là parce que j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube personnelle. Ça a l'air vraiment d'un épisode YouTube Bon Vélo, tu sais. Puis mes 22 épisodes de la Patagonie, j'ai mis ça sur ma chaîne personnelle Dominique Ménard. Là. Fait que là, je suis comme là, je suis rendu avec 2 chaînes YouTube. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que à voir. C'est ça, mais pourquoi t'as pas décidé de tout mettre ça sur Bon Vélo? C'est une bonne question. Tu sais, on dirait que Bon Vélo, il y avait, tu sais, quand t'as atteint, c'est-à-dire un niveau de qualité comme ça, peut-être les gens s'attendent à ce que tu continues dans la même veine. Puis Dominique Ménard, tu sais, on dirait que, puis même je viens de le dire, là, de plus en plus les gens réfèrent à moi à Dom Ménard. C'est comme si mon nom devient une marque un peu peut-être comme Pierre Lavoie, fait qu'à un moment donné, tu peux peut-être surfer ton nom. Puis là, vu que c'était très vlog, sa qualité cellulaire, etc., je me suis dit, je vais mettre ça sur ma chaîne perso. Mais là, ma chaîne personnelle est beaucoup plus active. Là, il y a beaucoup plus d'abonnés maintenant sur Dominique Ménard, là, fait que, à voir. C'est ça, ça fait que, tout le temps des projets qui s'en viennent pour toi. C'est pas les projets qui manquent, mais des fois, c'est le temps. Tu l'as dit tantôt, là, tu sais, je suis au pit. Tu sais, à chaque été, j'arrive, je suis comme, là, je vais pouvoir faire du bike dans la semaine, nanana, tu sais. Puis là, finalement, je suis comme 40 heures semaine au pit stop sur mon ordi à travailler, tu sais, puis Ben oui, parce que, tu sais, c'est pas seulement que les vidéos, tu sais, t'as l'Instagram, le Facebook, je sais pas, t'as-tu des TikTok aussi? Non, heureusement, non, puis c'est énormément de travail. C'est énorme. Ouais, puis il y a beaucoup de gestion de partenariats qu'on voit pas, puis livrer les attentes. Puis tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme moins de partenaires, puis tu sais, comme parce que je m'éparpille, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui arrive, tu t'éparpilles, puis là, tu veux... Mais c'est juste que financièrement, tu sais, j'ai pas le choix d'avoir plein de projets pour tenter, essayer de vivre, d'avoir un salaire qui sécurité, que je peux bien vivre. Ben oui, tu sais. Puis c'est vraiment pas assez, avec tout le respect que j'ai envers mes partenaires, d'ailleurs, là, c'est vraiment pas la question ici, mais tu sais, je me suis inventé une job, là, tu sais, c'est ça qui est pas évident. Au Québec, il y en a pas ben qui doivent faire ce que je fais. C'est vrai. Fait que je suis déjà privilégié, puis je le reconnais. Puis je m'accroche, puis j'essaye, mais tabarnouche, c'est pas évident par bout. Puis c'est pour ça que j'essaye de miser sur mes conférences. Parce que contrairement à toutes les autres affaires que je fais, conférencier, c'est un métier. Il y a d'autres gens comme moi
il y a une grille tarifaire. Fait que ça, c'est plus facile pour moi de dire, voilà combien ça coûte, puis je me fais pas challenger. Tandis que là, tout le reste de ce que je fais, on parlait du retour sur investissement, c'est pas évident non plus. Les partenaires croient en moi, puis c'est extraordinaire ce qu'on fait ensemble. Mais, my God, c'est pas évident par bout financièrement. Là. Puis justement, les conférences, comment ça fonctionne? Tu vas où pour donner ces conférences-là? Tu t'adresses à des commissions scolaires, des entreprises? C'est quoi un petit peu ton approche par rapport à ça? Pour l'instant, c'est les écoles. Mm-hmm. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Moi, avant de donner ces conférences-là, j'avais parlé à Pierre Lavoie, Sébastien Sasseville, Jonathan Roy. Ils ont été super généreux de leur temps pour voir un peu comment percer dans ce milieu-là. Les écoles, c'est une belle façon de commencer. C'est un public peut-être un petit peu plus facile. Tu sais, ils veulent pas, si t'arrives en entreprise, ben là, ils en ont vu d'autres, puis les attentes sont peut-être différentes. Mais je me suis retrouvé à vraiment aimer donner des conférences aux enfants. Puis moi, je suis pas enfant dans la vie, dans le sens, je suis pas le plus à l'aise. C'est moins naturel chez moi. J'ai pas d'instinct paternel. Mon frère, il a 3 kids, puis moi, je suis encore le petit nomade dans sa vanne, puis je fais mes affaires, tu sais. Mais je sais pas pourquoi dans les conférences, là, ça me rejoint, je trippe d'être avec eux autres. Ils me le rendent, tu sais, l'énergie que j'ai des kids, c'est vraiment hot. Tu sais, 4 à 6e année, ils ont comme moins de filtres en plus, là. Ils sont tous excités, ils applaudissent, puis ils trippent, là. Après ça, au secondaire, tu vois, il y a un peu plus d'ego, plus difficile à percer leur carapace, mais bref, tous les témoignages que j'ai après, c'est extraordinaire. Si ce n'est que, hey, ma fille est allée faire du vélo suite à ta conférence grâce à toi. Merci beaucoup. Les parents m'écrivent là, sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant. Fait que ça me nourrit énormément. Après ça, ben tout ce réseautage-là s'est fait naturellement à travers mon Instagram, mon Facebook. Je disais, hey, gang, je veux commencer à donner des conférences, enseignant, directeur ou peu importe, élève. Contactez-moi. Fait que j'ai fait un peu organiquement ma prospection comme ça. Là, il faut que je commence à cogner à plus de portes, là, du cold calling un peu, là, aller chercher des adresses courriels un peu partout. Entreprise, j'en ai fait juste une à date, ça, c'est un petit peu plus difficile à percer. Il faudrait peut-être changer un peu le thème de la conférence. Là, on est vraiment dans le oser essayer, à voir, mais je vais pas rentrer dans l'espèce de truc de développement personnel puis dire des affaires qu'ils veulent entendre parce que c'est ça comme ça, là, tu sais. Je veux quand même continuer de raconter mon histoire de façon authentique. Ouais. Fait que c'est un peu ça là, que je mise de plus en plus parce que les conférences, là, tu sais, si j'en donne un certain nombre par année, je peux me dire, ah ben là, je vais aller chercher à peu près tant de salaire, j'aurais cette base-là au moins. Là. Ça, tu as commencé quand, les conférences? Un an et demi? Un an, déjà, là, j'ai atteint presque 4000 personnes là, qui sont venues voir les représentations. Puis ça aussi, ça a une valeur aussi pour les partenaires. Dans le fond, c'est tout un écosystème que je nourris là, dans tout ça. Le livre, éventuellement, documentaire. Après ça, on a les conférences, tout le travail que je fais avec les partenaires. Il y a de la recherche et développement, vente, marketing, les photoshoots, création de contenu. C'est beaucoup de petites bulles comme ça dans l'écosystème là, à gérer. Là. Mais hein? Puis le livre, il est commencé. Ouais. Ça fait que ça avance. C'est beaucoup de travail, ça aussi, un livre. Ça avance pas en ce moment parce que j'ai écrit 100 pages l'année passée, l'hiver passé, quand j'étais allé en Espagne. Puis, mais ça te prend un état d'esprit propice. Faut que tu sois à un endroit puis tu te commettes à faire ça. Puis depuis que je suis revenu au Québec, là, à partir du mois d'avril, quand je suis revenu, on est rendu 20 novembre tout d'un coup. Là, fait que j'ai pas écrit un mot. Mais cet hiver, je compte retourner avec ma vanne, là, c'est ça le but, dans le sud-ouest américain, faire du bikepacking puis finir le livre. Là. Fait que là, c'est-tu vers là que tu t'enlignes dans les prochaines semaines? Oui. Début décembre, là, mi-décembre, être sur la route, là, aller vers le show. Migrer vers le sud, ouais. Toujours dans genre Baja, dans le coin du... Non, sud-ouest américain. Je pense pas aller au Mexique, non. Okay. Parce que les boucs Baja, j'ai eu du fun, là, mais j'ai traversé Baja, tu sais, tandis que il y a pas de book, tandis qu'aux États-Unis, je vais pouvoir faire des books, tu sais, fait qu'écrire, puis à un moment donné, dire, OK, je prends 3-4 jours off, je vais faire une book, je reviens à ma vanne, tu sais. Ah oui. Ouais. C'est super, ça. Fait que là, cet hiver, au chaud. Yes. Retour au printemps, au Québec. Pour ça, d'autres plans par la suite. Vas-tu jusque-là ou j'espère venir avoir fini le livre, puis idéalement aussi avoir filmé le documentaire. Après ça, on va être en phase de montage, etc.
ce serait cool peut-être d'en faire une tournée, mettons à l'automne d'après, s'il est fini à voir, là. Il y a de quoi à faire avec ça. Là, c'est là que faut que je me projette un peu plus dans l'avenir, essayer d'organiser ces trucs-là d'avance, comment monétiser tout ça. Ouais. Être capable de surfer là-dessus un peu pour permettre aussi là de vivre un peu ce que tu veux vivre. Ouais. C'est sûr que ça va aider les conférences d'avoir un livre, d'avoir un documentaire, ça va peut-être aider. Puis tu sais, les conférences, déjà dans la deuxième année, pas deuxième année, au printemps à automne, j'ai eu du récurrent, là, il y a une école qui m'ont rappelé, tu sais, fait que peut-être à un moment donné, parce que les secondaires 5, eux autres, ils changent d'année, tu sais, fait que peut-être je suis capable de chercher du récurrent comme ça, éventuellement les entreprises. Fait que c'est sûr que le livre, c'est un outil promotionnel, là. Je pense pas faire beaucoup d'argent avec ça, mais je veux, toute ma démarche dans ma création de contenu, moi, est de me faire des souvenirs pour moi. Après ma base, ça a toujours été ça ma motivation, là. Fait que la série Vittorio Patrignani, c'était ça. Tu sais, on a toutes des photos, des vidéos qui dorment sur des cellulaires puis des disques durs, là. Puis moi, le but, c'était comme dire, hey, Équateur, admettons, le restant de ma vie, je vais pouvoir m'asseoir puis contempler ces 25 minutes-là des meilleurs moments, tu sais. Fait que je suis content d'avoir fait cette série-là. Mais le livre, c'est la même affaire. Je vais le faire pour moi. Puis je veux aussi qu'il y ait beaucoup de photos dans le livre parce que j'ai quand même pris énormément de photos également, là. Ça va être un beau livre. T'as-tu une idée un peu du format que tu veux donner à ça? C'est là que je suis déchiré parce que il y a un livre qui s'appelle 2 Years on a Bike, puis il est au Pit Stop. Il y a 1 Year on a Bike aussi. Le gars, il en a fait 2. Et puis, il y a aussi une incroyable série YouTube, 4 épisodes sur son voyage. Lui, il a fait de Vancouver, Patagonie. Ça a été une autre inspiration. Et puis, lui, il a fait un Coffee Table Book. Oui. C'est une brique, c'est énorme, c'est gros. Mais tu sais, la qualité du papier, trouve ça, là, c'est comme... Ça coûte cher, l'imprimerie. Ah, là. C'est sûr, là. Mais il y a des belles grosses photos. Faut que tu coupes dans le texte, là, évidemment. Il y a moins de texte dans des livres comme ça. Mais peut-être que je pourrais faire une édition limitée de ça en vente, en pré-vente. Mettons, tu fais comme une espèce de je sais pas, c'est en tout cas, un truc de socio-financement, puis dire, garde, je vais prendre, si j'en vends 100, j'en ferai 125, mettons, tu sais, comme minimiser le risque, tu sais, ceux qui le veulent, ils l'auront. Puis en faire peut-être une version un petit peu plus mainstream, où que là, j'aurais un livre qui se vend bien en librairie, qui peut peut-être même être adapté sur Kindle, peut-être, je sais pas, là, en numérique, mais je veux vraiment... encore là, immortaliser ces images-là que j'ai en photo qui dorment autrement sur mon laptop. Ah oui, c'est parce que tu peux pas tout mettre dans tes vidéos. C'est ça, de toute façon, t'as pas mis de photos sur ta chaîne, là, c'est ça, c'est pas un diapo qu'on regarde. C'est très vidéo. Tu sais, moi, je suis parti dans l'idée de créer de la vidéo, un documentaire, là. Et pas de faire un livre. Quoi qu'en cours de route, à un moment donné, je me suis dit ça serait bon de le faire. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même, grâce aux vidéos, j'ai quand même pris 54 notes de page Word après tout ça, tu sais. Je dis ça parce que je parlais à Jonathan Bérois qui, lui, part dans l'idée d'écrire. Ouais, fait que lui, il fait pas un vlog de son voyage, il écrit ses notes tous les soirs, là, c'est ça. Il prend quand même des shots vidéos, drones, photos, des trucs comme ça, mais vraiment, il prend effectivement le temps à chaque soir d'écrire dans un journal. C'est sûr que tu as beaucoup plus de détails, mais j'en manquerai pas là quand même avec toute la vidéo. Je peux même aller voir mes stories en archive, plus les notes, plus les souvenirs, là, tu sais. Fait que non, j'ai en masse de matériel. Là. C'est un méchant beau projet. Ouais, très stimulant. Oui. Je pensais pas aimer autant le processus, mais je revis mon histoire, puis l'histoire continue à m'habiter un peu quand tu fais un rêve, là, le lendemain. Ça t'habite comme ça, je me réveille le matin puis j'ai comme l'impression d'être en Oregon à nouveau. Fait que non, c'est bien cool comme processus, j'aime ça. Puis j'ai hâte de retourner, de me replonger là-dedans. Là. Ah oui. Écoute, je te souhaite que ça se déroule bien puis que que ça progresse à ton goût cet hiver. Fait que là, t'as-tu certainement des plans ou des intentions de participer à des événements l'an prochain? Encore un peu d'ultra-distance? On n'a pas beaucoup parlé, mais le Race Across, ça a vraiment bien été, là, tu sais. Ça a l'air cool. Ouais, c'était cool. Ça prend du volume puis de l'expérience, là, ce que j'ai. Fait que j'avais fait mes devoirs, là. Puis tu sais, au final, ça a super bien été, là, tu sais. J'ai eu une belle recette aussi. Moi, je me suis offert du sommeil. Là. Je l'ai pas rentré dans la folie d'hypothéquer mon sommeil. Fait que, puis ils font exprès, par contre, c'est ça qui arrive, c'est que tu pars à 2h l'après-midi, tu sais. Ah oui, t'es sûr de rouler ils veulent qu'on roule la nuit. C'est ça, tu sais, c'est pas comme si tu pouvais aussi te lever à midi puis partir à 2h. Fait que la vérité, c'est que tout le monde est debout depuis 7h. Fait que c'est sûr que là, qu'à un moment donné, ça t'affecte. Mais tu vois, je partais à 2h
l'après-midi, j'ai roulé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai fait 300 kilos pile. Puis là, j'ai dormi un bon 5 heures, je pense, à ce moment-là. Non, peut-être moins que ça. Peut-être un 3-4 heures. C'est quoi? T'avais dormi où? J'ai réussi à trouver un motel en okay. chemin. J'avais quand même du stock avec moi. J'étais pesant un peu d'ailleurs, mais bref. Je l'avais mon matelas de sol, mon sac de couchage, nanana, mais je m'en ai jamais servi. Fait que ouais, trouvé un motel. Je suis reparti le lendemain. J'ai fait 323 kilos, je pense, petit. C'est incroyable. Je pense que c'est ça. Faudrait que je la recalcule. Mais c'est 3 blocs finalement. Tu sais. Puis le dernier bloc, j'ai fait 400 km d'une shot. Fait que ça m'a fait 1000 kilos en 2 jours et demi. Là. C'est comme 60 heures. Tu te rappelles-tu, c'était quoi ta position? Oui. Peut-être 13. Je sais pas. Ouais, c'est quand même mais on n'était pas beaucoup trentaine dans le 1000 kilos. Il y a peut-être... Je pense qu'il y a eu quand même 200-250 personnes en tout. Là. Fait que ça commence quand même. Il fait une belle job, Jesse et Dave, là, d'avoir amené la série ici. Ils ont créé l'engouement, mais j'ai comme l'impression que l'année prochaine, il va y avoir encore plus de monde. Et ils ont le 2500 km aussi. Wow. Ouais. Pour vrai. Effectivement, wow. Okay. Bromont encore le départ. Mais là, on fait le tour de la Gaspésie. Juste pour finir à Terrebonne. Puis ça tombe bien, la Gaspésie, j'ai pas fait en bike encore, on verra. Hein? Mais c'est quand même de la job. T'as préparé pour ça. Je comprends. Tu sais, j'ai comme... là, j'ai slacké septembre-octobre. J'ai un peu mal au dos, là. Mais tu sais, j'ai encore une année de presque 16 000 kilos. Puis je le calculais en heures, là, c'est une moyenne d'une vingtaine d'heures sur le bike par semaine. Fait que c'est beaucoup de c'est un travail, là, finalement. C'est de la job, cette affaire-là. Ben oui, c'est ça. Mais les gens qui font ce type de compétition-là, souvent sont oui, préparés, mais aussi encadrés avec c'est peut-être en autonomie, là, mais tu sais, ils ont tout. Des fois, ils ont des gens qui les aident à se préparer. Ils font pas ça tout seuls. C'est tout en termes d'entraînement, coaching. Coaching, mais aussi nutrition et tout, là. Peut-être. Ça reste quand même amateur, là. Puis, mais oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont chercher un peu plus de structure, un programme. Moi, je veux pas me casser la tête. Pendant des années, là, quand je faisais de la descente, là, j'avais des trucs un petit peu plus structurés. Puis là, je veux vraiment juste avoir du fun. Puis je pense que ça a bien marché pour moi de dormir beaucoup. Là. Je suis ressorti de là, il y avait une ride au pit stop, puis j'étais allé rouler. Là, fait que tu sais, j'étais pas mort. Fait que tu sais, j'essayais toujours de m'en garder en réserve, là, tu sais. Puis de s'écouter, puis pas tomber malade après. Puis mais c'est sûr, je m'en allais pas là pour gagner, là, avec j'ai dormi une dizaine d'heures en tout, là, tu sais. C'est pas une formule pour gagner, mais même si tu gagnes pas ta vie avec ça non plus. Puis je me suis dit, pourquoi m'hypothéquer? Puis c'était la première fois que je le faisais. Fait que là, j'ai un peu plus à quoi m'attendre. Mais je pense pas que je pousserais la note plus loin. Je veux quand même avoir du fun dans tout ça. Puis je le dis en joke, là, genre, moi, je veux arriver à la fin puis être capable de rouler le lendemain si je voulais. Là. Je pensais pas que j'allais le faire, mais c'est ce qui est arrivé. Mais ça m'a comme, à cause de ça, donné toujours cet objectif-là de dire garde-toi-en. Puis je pense que c'est la clé, je trouve, dans l'ultra-distance. En tout cas, pour moi, n'essayez pas de ramasser le mur. Parce que quand tu ramasses le mur, il est trop tard. Et tu as parlé de capable de continuer par la suite, de pas t'hypothéquer, là. Ça m'amène un petit peu à te demander, est-ce que ça t'est arrivé après un long voyage ou après un événement X, là, de ressentir un genre de blues ou de dépression suite à, tu sais, ok, c'est terminé, là. Parce que souvent, on attend ça des gens, mettons, qui font soit du backpacking ou même des gens qui ont fait des grands voyages là, de vélo, là, un coup que c'est terminé, là, là, ils savent plus vraiment où est leur place, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait du sens, tu sais, c'est comme t'es content que ça soit fini, mais en même temps tu t'ennuies de ce mode de vie-là ou de cette routine-là qui s'est établie. C'est-tu Non, je me suis jamais tanné. C'est sûr que je réalisais quand je m'en allais vers Ushuaia en Argentine que je me laissais derrière moi la plus belle période de ma vie, littéralement, parce que même si je refaisais le même voyage ou un autre voyage, jamais je vais ressentir l'intensité que j'ai ressentie. C'est les premières fois. Ouais. C'est comme impossible. Je me rappelle aussi mes premières courses en downhill, c'est la même affaire, etc. Fait que c'est des moments que tu dois accepter de laisser derrière, mais
j'ai de la suite dans les idées. Mhm. Tu sais, tout de suite, je pensais à traverser le Canada, puis j'ai eu d'autres projets. Après ça, j'étais comme, hey, je vais aller en Europe, puis je vais aller écrire le livre. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir un métier que j'ai créé, mais tu sais, de faire une profession qui est pas routinière, puis je fais du bike. Je suis payé pour ça dans un certain sens. Fait que c'est sûr, si, mettons, j'avais rentré dans mon petit cubicule le CGI à Place Ville-Marie à l'époque, j'aurais pogné quoi, là. Maintenant, ouais, c'est OK. Je comprends. Mais non, c'est ça. grâce à ce style de vie-là que j'ai façonné, ben, ça me permet de continuer à Pourquoi pas pas? avoir ces blues-là. Mais je t'avoue, je veux dire, j'y pense encore, puis quand je me replonge dans le livre, et je vois des moments, quand je donne les conférences aussi, j'en vois des images, je présente beaucoup de vidéos dans les conférences, tu sais. Puis tabarnouche que c'est tough un peu pareil. Il y a une nostalgie, je me rends compte que jamais je vais pouvoir revivre ces moments-là. C'est à la fois, je suis fier, mais c'est à la fois triste aussi, là, tu sais. Ouais. Mais pas au point d'avoir une dépression, tu sais. Mais je peux comprendre la dépression de l'aventurier. On m'en avait parlé. Je peux comprendre comment ça peut arriver, mais je pense que j'ai fait mes devoirs pour que ça arrive, là. Puis en même temps, tu peux repartir quand tu veux. Ou presque. Ouais, non, c'est ça, effectivement. Dans le fond, toi, t'es ouvert à ces opportunités-là, puis t'es prêt à l'aventure. Ouais, et puis tu sais, tantôt, je parlais de la dimension financière, des fois, c'est pas facile, puis tu sais, je gagne pas beaucoup d'argent, puis tout, mais crime, ça a un prix, ça, cette liberté-là que j'ai, là, j'échangerais pas ça contre rien au monde, là. Tu sais, je pars début décembre, comme je te dis, mi-décembre, et je l'ai pas dit à personne. Je le dis, mais j'ai pas demandé la permission à personne. Puis mes partenaires aussi le voient, ça. Tu sais, le plus que je pars sur les aventures, le mieux que c'est pour eux. Là, tu sais, si moi je continue à créer du contenu de vélo pendant l'hiver, c'est encore bon pour eux autres. Ben oui. Même chose pour la vanne maintenant avec le nouveau partenariat. Tu sais. Fait que ils ont tout intérêt à me supporter dans ces aventures-là, évidemment. Là. Mais oui, le fait de me lever à chaque jour puis de faire ce que j'aime, oui, il y a beaucoup d'heures, des fois de gestion et des petits stress, mais crime. Je peux dire que finalement, le fameux rêve là, que j'avais d'enfance, ou même quand je te dis que j'ai essayé de faire une carrière à l'époque en décembre, ben c'est sur le tard, là, c'est à partir de 42 ans, moi, dans le fond, que j'ai commencé à vivre du vélo puis à gagner ma vie finalement. Fait que je vis les plus beaux jours de ma vie. C'est super. Hey, écoute, c'est fantastique. Moi, c'est super inspirant. Puis, je te remercie beaucoup de partager ça avec nous autres. C'est éclairant sur un petit peu ce qui te passionne, ce qui te motive, ce qui permet de vivre cette vie-là, dans le fond, là. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ma vanne pour jaser. C'est cool. Ça fait quand même combien de temps? 1h40? Ouais, c'est pas là. 1h20, là. Ah, 1h20. 1h20. Quand même. Avant de terminer, t'aurais-tu un mot de la fin ou un message que tu aimerais passer aux gens qui te suivent, qui t'écoutent, qui te regardent, qui te lisent à chaque semaine sur Instagram ou sur Facebook, qui rêvent peut-être un peu de faire comme toi ou de vivre des aventures. Moi, c'est ça, puis c'est le terme, le titre de la conférence aussi, c'est d'oser essayer, même si c'est à petite échelle. Là, quand quelque chose pique ta curiosité, là, tu te dois de au moins essayer. Et pour la peine aussi, là, tu sais, je compare ça à, mettons, que tu sais qu'il y a un lac froid, puis ça veut pas dire essayer de juste tremper ton orteil puis arrêter parce qu'il disait je te l'avais dit que j'aimais pas ça. Non, c'est comme rentre dans l'eau là, puis laisse 20 secondes puis à un moment donné après ça, tu tireras tes conclusions tout ça, mais ouais, c'est d'aller au bout de ça, tu sais, de pas avoir ces regrets là de se demander tu sais, j'aurais-tu voulu aimer faire ça. Puis il y aurait jamais de circonstances parfaites là. C'est ça la grande différence, tu sais, tu peux avoir cette espèce de fameux élément déclencheur qui fait que, hey, ma curiosité, elle est piquée. Bon, après ça, tu t'informes sur le sujet, tu te prépares, mais la portion de se lancer dans le vide, c'est souvent là que les gens arrêtent, tu sais. Puis c'est là que ça fait le plus peur, là, l'équivalent de se jeter en parachute, mettons, faut que tu sortes de l'avion, là, puis tu mettes le pied dans le vide, là. Puis c'est là souvent que les gens arrêtent, tu sais. Mais on se doit d'au moins essayer, tu sais, puis après ça, de tirer nos propres conclusions. Puis il y a Lael Wilcox qui a dit quoi d'intéressant, c'est une fille qui fait de l'ultra-distance, puis elle avait dit I can always quit later, je peux toujours quitter plus tard. Puis c'est un truc que dans ma traversée de la Patagonie, je m'étais rendu compte, tu sais, que je vivais vraiment un privilège là.
j'avais choisi ça, tu sais. Fait qu'il était pas question de faire pleurer personne avec mon aventure, là, tu sais. La plupart des gens qui me regardaient étaient au travail, avaient leur réalité, avec la famille, puis tu sais. Moi, je suis là, puis je suis en train de traverser vers la Patagonie, tu sais. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de moment vraiment difficile dans ma traversée, parce que c'est un privilège que j'avais, puis je m'en suis rendu compte pendant le voyage. Fait que chaque petit moment, je souriais à moi-même en disant, regarde, t'as choisi ça, là. T'as pas pleuré personne, puis de se dire que ça va tout le temps bien aller, c'est impossible, là. Fait que tu sais, de se préparer aux surprises, il va en avoir. Fait que quand ça arrive, c'est moins une surprise, justement. Puis le privilège que j'avais, parce que tu sais, imagine, à partir du Mexique, là, tu vois là le niveau de vie, comment il est différent. Ils ont pas d'eau potable. On voit de la pauvreté et tout. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point qu'on est chanceux, tu sais. Fait que moi, à partir de là, j'étais comme, tu peux pas te plaindre, là, tu sais, c'est un privilège de ce que tu fais. Je m'écarte, là, mais oser essayer, c'est pas mal la petite phrase clé pour moi qui me continue à me driver après tout ce temps-là, là. Bon, ben, alors, osez essayer. Puis, si vous voulez en savoir plus, allez... Regardez les chaînes de Dominique. Dominique Ménard. Dominique CK Ménard, ouais. Oui, sur YouTube. Bon Vélo sur YouTube. Instagram. Ouais, Instagram, c'est pas mal là, je me produis au quotidien. Fait que si vous voulez voir ce que je suis, où est-ce que j'ai dormi avec ma van. Mais ouais, je me produis beaucoup en story, moi. Oui, hein. Je poste, je publie quand même régulièrement, mais beaucoup de stories, j'aime bien ça, faire ça, le moment live authentique. Puis, ben ouais, la chaîne YouTube, évidemment, Dominique Ménard. Sur Facebook aussi, je suis présent. Ben oui. Ah, ben justement, juste avant que, tandis que j'y pense, là, une des dernières stories ou vidéos que t'as postées, là, t'es maintenant propriétaire d'un terrain. Ben oui! Hey, c'est nouveau. C'est vrai. C'est vrai. Mais fidèle à moi, en marche de la société, j'ai acheté un terrain inondable, je peux pas construire. C'est juste parker ma van, c'est sur le bord d'une rivière. Pas trop loin de Bromont, une petite place que je peux aller tranquillement me recueillir à l'occasion. Puis non, j'avais le goût d'avoir un petit pied à terre de temps en temps, parce que quand je m'en vais aux États-Unis, où ce que je vais le faire, il y a beaucoup de BLM, là, c'est des routes, c'est Bureau of Land Management, en fait. C'est des terres publiques. Puis t'as le droit de te parker là, il y a plein de routes, tu t'en vas là, tu te parques, puis il y a plein de ces endroits-là, tu peux faire du bike aussi, bike in, bike out, tu pars. Fait que la van life dans le sud-ouest américain, c'est extraordinaire. Ici, quand j'en revenais au Québec, surtout, ben, tu sais, Bromont, on veut pas, c'est peuplé et tout. Fait que tu t'es confiné peut-être à aller dans les campings. C'est plus dur de trouver des endroits isolés en nature pour faire de la van life, ouvrir ta porte le soir pour faire un petit feu. Ouais. Fait que là, j'allais ma place. Fait que, ouais, non, je suis content. Un petit coin à toi, un petit coin à moi. Ouais, effectivement. Pis ça, j'en ai fait un épisode YouTube d'ailleurs, c'est le dernier épisode en ce moment, puis ça a marché fort. Là. C'est mon meilleur épisode à vie sur YouTube. Là, ça, ben voyons donc. Ouais, ça. Je pense que les gens sont intéressés dans. Ben du monde qui me suivait pour la vente sur YouTube, ça je m'en rends compte. Mais aussi le fait que je suis un peu en marge, là. Peut-être que je fais rêver les gens, dire voilà ce que je ferais, tu sais, que ça sera pas possible pour moi, mais je le vis à travers d'hommes. J'entends souvent ce commentaire-là, là, tu sais. Fait que, ouais, je continue à pousser c'est les limites de cette vie de nomade-là. Je continue à explorer ça, mais ça va me faire un petit pied à terre de temps en temps quand je veux relaxer, puis ouvrir ma porte, me faire un petit feu, puis peut-être m'acheter un pack raft, mettre mon bike là-dessus, faire du bike packing. Je sais pas comment ils appellent ça, mais pack rafting, en tout cas. Bike packing, rafting, en tout cas. Un petit bateau qui se plie, qui fait un sac à dos. Ouais, mais il y en a qui font ça en bikepacking, c'est un truc, là. Ouais, c'est ça. Du bike raft, je crois. Ouais. Ouais, j'avais vu quelque chose. C'était dans Racine Magazine. Il y avait un article, quelque chose de même. Ben, il y a Marie-Pierre Varin qui en a un, là, la blonde de Nicolas Legault, je te disais qu'on avait initié au bikepacking. Je sais qu'elle l'a déjà fait. C'était dans une ZEC, là, elle avait comme tracé un itinéraire. Puis ça te permet peut-être de... C'est ça, d'aller pouvoir même coucher sur une petite île ou, tu sais, des endroits que tu n'aurais pas accès habituellement. Là. Complètement flyé. Ouais. À essayer. Écoute, Dominique, je te souhaite beaucoup d'aventures encore une fois. Tout ce que tu souhaites explorer et expérimenter. Un beau voyage cet hiver, beaucoup de succès dans ton écriture. On a hâte de lire ça, ce livre-là. Merci. Puis, encore une fois, on va certainement se revoir dans les pistes ou dans des événements de cyclistes au cours de l'été prochain.
Encore une fois, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuité. Bye tout le monde. Bye bye. Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté QCMTB Podcast. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à cliquer sur suivre pour vous abonner et être informé de la sortie des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis. Ça m'aide vraiment à faire grandir le projet et à continuer à vous offrir du contenu qui vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre et me joindre sur Facebook et Instagram pour continuer la discussion, partager vos aventures et rester connectés. Alors à bientôt et bon riding!